Salam alaikum, Azoul, bonsoir. On a beau dire et on aura beau faire, certaines attitudes auront toujours la vie dure. C'est le cas du régime algérien. Nous le savions déjà, enfermé dans ses propres éveils logiques. Mais nous pensions naïvement qu'il aurait, sinon la pudeur, du moins un smig de l'instinct de conservation. Pour comprendre qu'il y a un temps pour tout particulièrement celui de la négociation, lorsque cela est incontournable. Et il avait toute l'attitude, ce régime, pour installer un cadre qui lui soit favorable pour négocier les conditions de son propre départ, tant qu'il en a encore la possibilité, tant que la situation ne s'est pas encore totalement dégradée, ce qui ne saurait tarder très vraisemblablement. Et la question se pose, comment cela est-il possible? Par quel acharnement, par quel acharné déni ce régime refuse-t-il de voir la réalité en face et d'envisager son avenir par la seule perspective d'un retrait en douceur, qu'il pourrait négocier au mieux de ses intérêts puisqu'il en a encore les moyens. Et la question se pose aussi sur le choix de ses méthodes, à croire que son horloge s'est coincée dans les années 90, en ces temps bénis pour lui où il était seul sur les espaces de communication, où il avait toute une meute de médias à ses ordres et à sa dévotion, où les réseaux sociaux étaient inexistants, au point où il avait pu s'offrir un huis clos sur mesure pour pouvoir massacrer à sa guise, torturer, kidnapper, ne rien refuser d'atrocités à ses sadiques en service. Il est en effet coincé dans cette époque et on ne comprend pas pourquoi il se montre aussi nul dans ses méthodes. Une subversion d'un autre âge qui ne recule devant aucun coup tordu d'une époque que nous croyions révolue. À croire qu'il est incompétent en tout, y compris devant la nécessité de moderniser sa vision de la subversion. C'est réellement un cas d'espèce, venant de ce très vieux régime qui avait fait tant de mal à ce malheureux pays et qui n'a jamais appris à se renouveler, à se mettre à la page, à revoir sa copie et surtout à s'entourer de vraies compétences, serait-ce dans le mal. Mais essayons donc de comprendre, un tant soit peu. Gardons d'abord à l'esprit, parce que cela est particulièrement important pour la compréhension du phénomène, que c'est ce même régime qui continue de squatter le pouvoir depuis l'indépendance du pays, voire même avant. Les hommes qui le constituent ont changé, bien sûr. Ils se sont même mutuellement combattus, neutralisés, voire même liquidés les uns les autres. Mais sa nature profonde, sa composition, ou plutôt ses logiques, sont les mêmes que celles qui ont prévalu à sa naissance. Ses fondements, ses méthodes, son discours n'ont pas changé. Un détail particulièrement important sur ses méthodes et sur sa totale absence de scrupules pour s'imprégner de ce qui le fonde et de l'absence de toute éthique, de toute morale dans ces entreprises. Je vais vous donner cet exemple. Après le coup d'État de 62,
qui allait consacrer le vol de l'indépendance aux Algériens. Et quand les principaux chefs du nouveau régime avaient compris que la LN de l'intérieur leur restait hostile, eux qui s'étaient servis de la très puissante armée des frontières pour voler le pouvoir. Alors, ils ont entrepris de mettre en branle un très vaste complot pour neutraliser définitivement et de façon radicale les authentiques moudjahidines de l'intérieur. Ils ont usé pour cela de deux méthodes. La première était de ne laisser le choix aux chefs de la révolution qui avaient survécu, des authentiques moudjahidines, contre deux options. Soit ils acceptaient de se laisser très grassement acheter et de couler ainsi des jours heureux, comme des nababs, soit la mort, la prison ou l'exil. La seconde option a consisté à noyer les authentiques moudjahidines, qui étaient de quelques milliers seulement, dans un flot de faux moudjahidines, qui allait devenir au fil du temps le rempart le plus solide du régime contre ceux qui le contestent. Ces méthodes sont emblématiques de la nature profonde de ce système. Il n'a reculé devant aucun moyen similaire. Violence, subversion, corruption, mensonge, usage forcené de la mémoire collective, lente et redoutable transformation des chouhadas en fonds de commerce politique, allant jusqu'à corrompre leurs propres enfants, les uns à profusion, les autres en les arrosant juste suffisamment pour les embrigader et les garder sous contrôle. Mais ce régime allait être pris dans ses propres raies, dans les logiques de ses propres turpitudes. Son usage immodéré du mensonge, de la carotte et du bâton, du flicage systématique de la population, d'une répression modulable en fonction de ses besoins, de méthodes illimitées de subversion et d'un recours immodéré à la rente pétrolière pour acheter la paix sociale, allait transformer le pays tout entier en vaste ruine, où plus rien ne fonctionnait, où plus rien continue de ne pas fonctionner, où il n'y avait plus, où il n'y a plus que des façades potemkines, où la population avait désappris le travail, où la grande corruption et la corruption de masse étaient devenus les seuls véritables régulateurs économiques, où l'échelle des valeurs allait être inversée de fond en comble. Et ce qui devait arriver, arriva. La combinaison d'une suite d'outrances et de circonstances. Un régime qui voulait prolonger le 5e mandat d'un grabataire qui n'était plus qu'une piètre façade pour une mafia vorace. Une prise de conscience spontanée au sein d'une société qui ne pouvait plus continuer à végéter comme elle le faisait. Et une crise économique qui avait mis à nu la totale impéritie d'un régime qui ne savait pas créer la richesse, mais qui ne brillait que par sa haute et seule capacité à la gestion mafieuse de la rente. Aujourd'hui, il est face au mur, ce régime. Et le moins qui aurait pu l'interpeller est de profiter de l'actuelle accalmie et du pacifisme patent du Hirak pour négocier les conditions de son départ. À plus forte raison que les lendemains sont très sombres et que, de toute façon, il est dans la plus totale incapacité, ce régime, de pouvoir y faire face. Et très curieusement, il fait juste le contraire. Il s'arc-boute, s'obstine, s'accroche de toutes ses griffes et continue de produire du mensonge à un rythme et dans des proportions juste hallucinantes, au point où il n'est plus seulement dangereux pour le pays, pour l'avenir, mais aussi pour lui-même, pour ses familles, pour l'unité même de la nation. Rappelez-vous, ces despotes qui ont refusé d'abdiquer le pouvoir qu'ils avaient volé à leur peuple respectif. Rappelez-vous,
ce qu'ils ont fait subir à leur pays jusqu'à les ravager, jusqu'à les réduire en poussière et parfois aussi jusqu'à provoquer leur propre et tragique mort et celle de leur famille plutôt que d'accepter de partir. L'aveuglement de ce régime et l'alignement à ces thèses menteuses par ses nombreux relais, y compris internationaux, et autres opportunistes, risquent de se payer très cher et de précipiter le pays dans l'inconnu. Nous sommes à une phase cruciale et il est temps que ceux qui peuvent quelque chose pour sauver ce pays le fassent incessamment, maintenant ou jamais. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري الشعب Algérie, une subversion qui fait feu de tout bois. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Benchlouf, merci pour l'invitation. Merci. Salut. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir à Seydir. Oui. Et bonsoir à mon ami Karim. Karim, qui vient d'être annoncé. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être là. Bonsoir Djamaldine, bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'abord de voir, vous savez que la télé a diffusé hier ou avant-hier, je ne sais pas, un reportage ou un documentaire, je ne sais plus très bien. Mais ce qui a étonné beaucoup les Algériens, c'est que nous allons voir le générique du documentaire, ministère de la Défense nationale, direction, tenez-vous bien, hein, direction de la communication et de l'orientation. Encore un peu, ils auraient dit et de la subversion, oui. État-major de l'ANP, etc. Moi, je n'en suis pas revenu. Je me suis dit, ça doit être un canular. L'armée n'est pas, quand même, l'état-major, on sait l'étendue des dégâts, mais pas au point de signer un documentaire de pure propagande à la télé. Ce n'est pas le rôle de l'armée de faire. Nous allons voir d'abord le générique et puis après, nous allons visionner quelques passages. Alors, nous allons regarder quelques passages de ce documentaire, une mise en bouche, avant d'entrer dans la discussion. التحامل والتكالب الذي تتعرض له الجزائر تفسره مبادئها ومواقفها الثابتة نصرة للشعوب ضد الاستعمار، وهو ما أثار حفيظة الكيان الصهيوني وأذرعه في المنطقة الاستعمار القديم ونظام المخزن، اللذان جعلا من أراضيهما معقلا لهذه الحركات من خلال تجنيد عناصر نشطة في الفضاء الأزرق أثبتت خيانتها وولاءها لمن يدفع أكثر. Moi, je trouve qu'avec le président Macron, nous pouvons aller loin.
C'est quelqu'un de très honnête et qui veut apaiser la situation, qui veut servir bien sûr son pays, la France. C'est vrai que l'Algérie est une ancienne colonie, mais ça fait 58 ans. Donc nous allons vers des relations apaisées et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête, il est très propre. Et nous allons voir quelques extraits du dit documentaire ou reportage. يجب الانتباه اليوم إلى خطورة الوضع، لأنه نحن اليوم في نوع جديد من الحروب، حروب الجيل الرابع. هذه الحروب لا تدار بالجيوش التقليدية النظامية، لا تدار بالأسلحة القتالية، تدار بواسطة وسائل الإعلام، وسائل التأثير النفسي والبسيكولوجي، بواسطة التضليل، بواسطة الدعاية، هدفها إضعاف معنويات الشعب وخلق مناخ من أجل سقوط هذه الدولة واحتلالها من جديد. Encore. لديهم أدوات ماك رشد، لديهم دول تلعب دور المناول لسو تريتون، لدينا إسرائيل كيان صهيوني، لدينا الجار في الغرب المخزن. بالتالي كل هذه الأمور تصب في استراتيجية واحدة، والجزائر ليست بمنأى. يجب أن نعلم أنه فيه رهانات كبرى والدولة الوطنية راهي مهددة. يجب استرجاع الثقة، ثقة المواطن في وسائل الإعلام، ولما الخطاب يكون خطاب صريح وخطاب واعي. والخطاب هنا تحمله نخبة الأمة من مثقفين، من سياسيين، من مفكرين، من أدباء، من أئمة، من ناشطين جمعويين. هؤلاء لديهم ربما المصداقية اللازمة من أجل إقناع المواطن الجزائري بأنه اليوم الدولة الوطنية الجزائرية راهي على المحك. ما تم التربص به لجيراننا في الشرق اليوم ربما جاء دورنا. Encore un pour la route. منطقة محافظة على مقومات هويتها الإسلامية الأمازيغية، منطقة القبائل، مرآة عاكسة لكل مناطق الجزائر. قد يختلف اللسان لكنها تجتمع حول تاريخها ودينها، وهو ما يصنع قوة الجزائر الواحدة الموحدة ويحفظها من كل المؤامرات والدسائس. وهؤلاء دعاة عنف لهم سوابق تحريضية على قتل الجزائريين وسفك دمائهم، فمهما حاولوا إخفاء قبحهم وحقدهم ستظل كلماتهم التي تنفث سما شاهدا عليهم، فهي أبدا لن تنسى ولن تمحى. حركة رشاد والحزب المنحل وجهان لفكر إرهابي تكفيري واحد. هذه الحركة ابن غير شرعي لحزب سابق كان سبباً في مسلسل من العنف والقتل استمر لسنوات طويلة، وكان سبباً أيضاً في توقيف حركة التنمية، فخسرت الجزائر والجزائريون سنوات طويلة، فلم نركب قطار التطور والنماء كباقي دول العالم، وبقينا نتخبط في دوامة أفكار رجعية لا تعترف بالوطن والدولة الوطنية. هي في الحقيقة حركة الأعضاء نتاعها القياديين يعني كلهم موجودين في باريس ولندن وفي بعض أيضا العواصم الأخرى. يا كلهم هذا الأشخاص عندهم متابعات قضائية خطيرة اللي عندها علاقة بالإرهاب والإجرام وتبييض الأموال، لأن الحركات رشد
يعني معروفة أن الهدف نتاعها هو خلق البلبلة وضرب استقرار وأمن الدولة الجزائرية. واللي ترأس هذه الحركة هو زيتوت، ومعروف أصبح يعني شخص يعني يساوم فيه يعني بعض المصالح الأمنية الخارجية، واللي تمول بقوة وتحاول يعني تسيطر على الحراك باش يتطور الحراك إلى مسار آخر. هي حركة ولدت في الخارج، لا تنتمي إلى المشهد الجزائري، وهي حركة خرجت من رحم الحزب المحل. ونشوفوا أنه الأعضاء الفاعلين فيها هم من كانوا ينشطون في بداية التسعينيات وينادون بإسقاط الدولة الجزائرية وإقامة نظام الخلافة عوض النظام الجمهوري. هذا الفكر العدمي هو بذاته وليد مخابر، وهذا مهم ننتبه له. هذا الفكر العدمي هو الذي أدى إلى ما تعيشه تونس اليوم من أزمة سياسية، هو ما أدى إلى المآسي التي عاشتها ولا زال تعيشها ليبيا اليوم. Désolé de vous avoir infligé ces longs passages, c'était absolument nécessaire. Et plus que ça, je vous suggère, je vous recommande fortement de visionner la totalité du support pour vous faire une idée très claire sur tout ce dont sont capables ces gens. J'aimerais, mes chers amis, vous poser une question pour commencer. Tout à l'heure, le monsieur qui se présente comme chercheur, je crois, dit quelque chose d'absolument où on voit qu'il y a un total déphasage. Il a dit la seule façon pour l'État, pour le régime, de recouvrer la confiance de la population, c'est par le biais de la presse. Mais il ne sait pas que la presse algérienne est totalement discréditée, qu'elle est fondamentalement inapte à la communication de l'information. Il ne le sait pas, le monsieur? En fait, ça reflète quelque chose qui est fondamental dans ce régime, qui est, on en a parlé à plusieurs reprises, qui est le déni de réalité. C'est-à-dire pour eux, leur politique, leur propagande, elle est fondée sur ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire on fait fi de la réalité et on projette des idées, on fait des projections un peu comme on fait au cinéma, dans la littérature par exemple, on fait des projections et on crée une illusion. Et donc, cette illusion-là, elle devient la référence. C'est-à-dire vous faites penser à la caverne de Platon. De Platon, exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, les Algériens, ce que le régime, et c'est pour ça qu'il est en faillite totale, hein, pour moi, c'est vraiment ces dernières heures, hein, c'est de grands signes de faiblesse, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que maintenant, ça n'est plus les universitaires ou les analystes et les observateurs politiques qui ont compris la réalité, mais même le citoyen lambda, qui à l'époque ne savait pas les tenants et les aboutissants de la situation politique de l'Algérie, ont compris, et d'ailleurs ils traduisent ça très très bien par des expressions de Derja, lorsqu'ils disent, si vous cherchez Jazair al-Jadida, la nouvelle Algérie, elle existe, elle est dans la rue. Mais au journal de 20 heures. En fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent li hab yshuf Jazair Jadida yhab yi'ish fiha, yi'ish fiha fi nashrat thamina. Pourquoi? Parce que c'est au journal de 20 heures qu'on voit cette Algérie puissante, cet état de droit, l'Injazet, c'est là qu'ils les retrouvent. Donc cette projection-là, les Algériens ont compris. Ils ont compris que le vrai, en fait, est complètement mis de côté et que ce régime, ce qu'il propose aux Algériens maintenant, c'est une projection. C'est une illusion. Oui, mais Karim, et la question est valable pour vous trois. Est-ce que ce régime parvient encore à tromper certaines personnes, une partie de l'opinion publique? Franchement, hein, est-ce qu'il réussit? Est-ce que sa propagande, qui est très décalée, très ancienne, très bricolée, est-ce qu'elle parvient encore à tromper les gens comme ça l'était par exemple dans les années 90, dans les années 70? Moi, je pense qu'il ne trompe plus personne. Plus personne? Même dans l'arrière-pays, là où les populations sont prises en otage? Je pense que non. Par contre, je sais que jusqu'à présent, ce régime a encore une emprise. Il arrive à s'imposer par la force. Et c'est pour ça que... Seulement par la force?
Oui, c'est pour ça La que propagande ne lui sert plus à rien. Cette propagande, à mon avis, et on en a parlé tout à l'heure, cette propagande, elle est destinée à la consommation interne dans les outils du régime. Par exemple, pour les forces de l'ordre, au sein des services sécuritaires algériens, surtout pour la base de ces services, c'est plutôt ce discours est destiné pour eux, pour leur donner cet ennemi intime mais nécessaire pour ce régime. Parce que un policier qui réprime, à mon avis, il aura du mal à réprimer continuellement des manifestants pacifiques. Par contre, il se retrouvera bien dans son esprit, il se retrouvera bien dans son rôle de réprimer des gens affidés à des mouvements terroristes, par exemple, si ce discours réussit à prendre. Donc, à mon avis, ce discours propagandiste est plus destiné à la consommation interne au régime. Et nous allons revenir tout à l'heure pour essayer de comprendre pourquoi le régime fait la relation entre le MAC et le Hirak, sachant que le MAC n'est pas dans le Hirak. Pas du tout. Mais nous allons y revenir. Mais sur cette question, est-ce qu'il arrive encore à tromper les gens ou est-ce que cette propagande est totalement... C'est-à-dire, vu la qualité du documentaire que j'ai vu, je ne l'ai pas vu avec beaucoup de précision, c'est-à-dire je ne me suis pas plongé dedans, mais d'abord les deux intervenants sont dans l'approximation. Quand l'un des deux disait que le MAC donc, était dans une revendication identitaire, etc., jouait la victimisation, j'interpelle mes camarades, la question kabyle, elle n'est pas essentialisée là. Et contre l'autre expert parle d'Irhabia, de terroristes et compagnie, la preuve c'est qu'aujourd'hui, le Haut Conseil de sécurité, on a vu la dépêche ensemble, classe le MAC et Rachad comme par hasard comme organisation terroriste. Oui, c'est l'État algérien qui le fait. C'est le Haut Conseil à la sécurité présidé par Tebboune qui vient de classer Rachad et le MAC comme mouvement terroriste. En plus, dans leur propagande, ils présupposent ou ils veulent induire le fait que le MAC et Rachad sont en accord stratégique. Ils ne sont pas en accord stratégique du tout. Au contraire. Mais évidemment, les gens du MAC que je connais bien... L'eau et le feu, on dit l'eau et le feu ou l'huile et le feu, comment on dit? L'huile et le feu, en fait. C'est l'eau et le feu. L'eau et le feu. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont vraiment ils sont pas du tout dans le même axe stratégique. Quand un des intervenants dit le MAC est dans le Hirak, le MAC, moi je vous le dis, si vous voyez toute son historiographie, on prend un exemple, et je parle sous le contrôle de Karim, qui était là-bas tous les dimanches sur Place de République. Au début, ils y étaient. Oui. Au bout d'un mois et demi, ils se sont dit, on n'a rien à fiche ici. Ils sont allés à Stalingrad et ils mobilisaient. Les gens du MAC, pour eux, il y a un nationalisme kabyle qu'ils sont en train de porter, et ce nationalisme, il ne faut pas le nier parce qu'il existe véritablement. Ils sont en train de porter leurs idées. En aucune façon, dans toute l'historiographie du MAC, c'est pour déconstruire un peu le discours, il n'y a eu la moindre déclaration belliqueuse. Et ils font parler Farhat, donc Mehni, M. Farhat Mehni, en disant pour les forces de contrainte. Les forces de contrainte, telles que l'a exprimé M. Farhat Mehni, étaient le renforcement de son éventuelle autorité sur la communauté kabyle. C'était pas c'est pas une force de contrainte contre ce qu'il considère lui comme un peuple étranger. Donc, pour revenir à tout ça, cette propagande, comme l'a dit Karim, et plus tard, Brahim va intervenir là-dessus, personne ne peut. Quand vous voyez une institution, c'est même pas une institution, le ministère de la Défense, vous avez vu les premières images? Derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait comme un feu. Oui. C'est une forme de menace, ça, psychologiquement. C'est une forme de menace. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, mais c'est facile à comprendre, et c'est incroyable, j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à défaut de neutraliser le Hirak par la répression, ils le neutralisent par la fabrication, encore une fois, de deux ennemis, à savoir Rachad et le MAC. Or, l'un des deux ennemis vous dit, moi, cette Algérie, j'en veux pas, je veux être indépendant. Donc, il n'y a pas de lien. Maintenant que M. Farhad Mehni aille chercher des soutiens à l'extérieur, il est dans son rôle, mais il n'a jamais appelé à la violence. Quant à Rachad, moi je ne connais pas véritablement je connais leurs fondamentaux, comme ça c'est un projet que je ne partage pas, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, ils n'ont pas commis d'actes terroristes, ils n'appellent pas à la violence. Donc cette fabrique de l'ennemi... Pour rétablir quelque chose, oui. Rachad,
ne tiennent même pas de discours islamiste. Même pas. En À la plus, limite, oui. si on pouvait considérer un discours islamisant comme étant un discours terroriste. C'est même pas le cas. Rachad est en train de participer au Irak d'une façon politique. Bien sûr, ils marquent leur ancrage à une vision conservatrice. Tout à fait. Mais à aucun moment, je les ai entendus parler de charia. Ou... Donc, si on pouvait revenir, parce que je risque d'être long, donc je fais l'impasse. Oui, mais on va faire des tours de micro. Voilà. C'est que Rachad, dans sa stratégie, les principaux dirigeants de Rachad sont à Londres et sont en Suisse. Oui. Il y a une faible capacité de mobilisation là-bas. Et à la fois à Londres et à la fois à Genève. Et encore moins à Bruxelles. Donc l'enjeu de Paris est un enjeu capital. C'est une bataille de territoire, hein, dans son sens politique du terme. Et qu'ils soient venus ici, exprimer leur discours. Il y a eu on va dire, quelques actions viriles entre différents collectifs, mais il est dans son rôle, je veux dire. Donc, je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Rachad, ses leaders parlent, paraît-il, sur Facebook, etc., etc. Je ne sais pas combien de vues ils font, et quel est leur public, et on ne peut pas le quantifier, puisque même au sein du Hirak algérien, c'est-à-dire national, on ne peut pas capter la véritable demande à la fois sociétale, politique, économique, etc. Quoique maintenant, ça peut se dessiner éventuellement. C'est qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire, attaquer et dire Manu Militari que c'est des organisations terroristes. Maintenant, quelle va être la capacité d'influence des Algériens, et j'aurai terminé, M. Benchenouf, de faire passer la décision de qualifier le MAC et Rachad d'organisation terroriste à l'international. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, M. Farhat Mehdi est en garde à vue pour 24 heures. Il paraîtrait qu'il va rester encore... Oui, on ne sait pas encore la raison. Hein. Ouais, toute la nuit, il est avec son avocat. Et donc, alors, c'est Brahim Younsi, d'abord, est-ce que ce régime parvient encore à rouler dans la farine l'opinion publique algérienne, notamment l'arrière-pays? Il peut à la marge rouler dans la farine, comme vous dites, certains de nos compatriotes. D'ailleurs, on a vu deux experts qui, à mon sens et à mon avis, appartiennent à la grande maison. Hein, pas dans le sens de Dib, parce que lui est spécialiste de Dib, donc pas à la grande maison. Et ils appartiennent certainement à la grande maison. Ce sont des spécialistes qui ont fait preuve d'une certaine superficialité dans l'analyse. Je crois que le pouvoir illégitime fait une faute extrêmement grave. Une faute extrêmement grave à travers ce document, et une faute politique, une faute psychologique surtout, une faute stratégique et tactique. La totale. Et une faute de mauvais goût. À un moment pareil. Complètement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il utilise des mythes, et il utilise des mythes politiques. On l'a vu pratiquement tout au long de ce document. Il est revenu à des mythes, j'allais dire, ancestraux. Donc, l'invasion, la menace extérieure, etc. Le terrorisme. Tout ça, c'est des mythes. Les moujahidines, voilà, absolument. la révolution. Tout ça, c'est des mythes politiques. Georges Sorel, que vous connaissez, qui a travaillé sur la violence, il a écrit un livre qui s'appelle « Réflexion sur la violence », a été le premier, en utilisant les mythes politiques, utiliser un système d'images. Et là, nous avons vu tout le système d'images qui reflète ces mythes politiques. Et il le fait dans le sens où cela échappe à la raison. Là, les gens, ce n'est pas leur raison qui est convoquée, c'est les sentiments, c'est l'affect. Le document s'adresse à ça, s'adresse aux sentiments, à l'affect. Et ce que d'ailleurs, on l'a compris en filigrane, au contrôle. Il veut absolument contrôler les choses, la situation, la révolution, etc. Et ce qu'il ne contrôle pas, et nous l'avons évoqué la dernière fois, il l'appelle la main étrangère.
Nous avons dit ce que l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Non, ce que signifiait déjà la main étrangère en neurologie. C'est la main qu'on ne contrôle pas. Oui. Donc tout ce qui n'est pas contrôlable par le pouvoir, c'est la main étrangère, même quand elle est à l'intérieur. Même quand elle est à l'intérieur. Elle est financée par... Absolument, absolument. Donc, il emploie un certain type de langage. Et ce type de langage renvoie à une espèce de dystopie. La dystopie, c'est une utopie qui est obscure, qui est noire, ombrageuse, qui est plus qu'ombrageuse qui encore, est ambivalente, plus que ça, qui est sombre. D'accord. Qui est sombre. Il a présenté une situation sombre. Ils sont dans la dystopie. Et la dystopie, c'est un peu comment il s'appelle, George Orwell. C'est Aldous Huxley, etc. Une société, ils étaient dans l'imaginaire. Un imaginaire trouble, fantasmagorique. Cauchemardesque. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Et il utilise le langage. Et le langage, là-dessus, est très important. Parce que le pouvoir essaye, et Karim l'a dit tout à l'heure, de donner aux choses un autre sens que la réalité qui est là. Et ça, c'est d'une extrême importance. Et cela, les spécialistes appellent ça la désinformation, tout simplement. Tout simplement. Alors, oui, Karim, parce que j'ai une question très importante à poser, allez-y. En fait, j'ai vraiment... Je termine juste ça sur le langage. Oui, bien sûr. Quand il ne donne pas un sens aux mots qui ne reflète pas la réalité, et il l'a fait, il étouffe le langage. Il étouffe, il l'a fait pendant des décennies. Oui. Il étouffe le langage. C'est pour ça qu'on dit langue il de bois. Réduit. C'est pour ça qu'on dit langue de bois. Oui, mais il réduit ses adversaires en particulier au silence. Quand ils parlent, ils déforment leur langage. Et je terminerai tout à l'heure, je laisserai la parole à Karim. En fait, il est très important de ne pas sous-estimer ce régime. Parce que derrière, à mon avis, il y a des spin doctors. Et il y a aussi même des cabinets. Justement, en fait, moi, je vois leur stratégie, elle peut être payante. C'est une stratégie parce que... Aussi grossière, aussi cousue de fil blanc. Aussi grossière parce qu'il faut la déconstruire et on va la déconstruire ensemble. Et vous allez voir que politiquement, elle pourrait être payante si, de l'autre côté, l'opposition politique ne la déconstruit pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais il faudra le faire aussi à moyen terme surtout. Parce qu'en fait, le régime est passé maintenant, il est en train de préparer l'après, en fait. L'après-Hirak ou l'après-élection surtout. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Sa stratégie telle que je la vois, elle se déconstruit en 5 mouvements. Là, il vient d'actionner le premier mouvement. Qui est ? Premier mouvement, c'est la création de l'ennemi. Donc là, on en a parlé. La fabrique de l'ennemi. Parce que le véritable problème du régime maintenant, ça n'est pas que le Hirak. Le véritable problème du régime, c'est la situation de l'Algérie. C'est la faillite généralisée. Et sa plus grande crainte, c'est la connexion qu'il va y avoir entre les revendications socio-économiques et les revendications politiques du Hirak. Donc, cette jonction-là fera vraiment sa ruine, ça sera sa fin. Donc, il met en place une stratégie pour échapper à cela. Et vous allez voir que ça a été quand même cousu de main d'experts, si on ne la déconstruit pas. Donc, création de l'ennemi. Deuxième étape qu'il est en train d'entamer en ce moment, c'est lier cet ennemi imaginaire à la situation socio-économique. On a vu dans le documentaire, il a parlé quand même, il a osé parler de la responsabilité des syndicats, de Rached, du MAC et des syndicats et des militants et des opposants politiques dans la cherté de la vie, dans la hausse des prix. Et il a même dit textuellement que à chaque rendez-vous électoral, on constate étrangement que les prix augmentent, par exemple, et que la situation socio-économique se dégrade. Et qu'il y a des tensions. Et qu'il y a des tensions. Donc, deuxième mouvement, c'est lier
C'est ce que j'ai appelé la dystopie. Enfin, c'est ça la dystopie. Donc, deuxième mouvement, c'est lié, c'est attaché. C'est l'opposition politique à la situation socio-économique. Troisième mouvement, c'est ça. Lui faire porter le chapeau. Voilà. Lui faire porter le chapeau de la faillite. Tout en s'exonérant lui-même. Justement, parce que ce qu'il dit en fait. Et lui, il fait ce qu'on appelle le storytelling dans le marketing. C'est-à-dire il est en train de raconter une histoire pour se créer un visage de marque. Parce que son but, il sera dans le cinquième mouvement. Il a fait même un historique de cette faillite. Il a parlé, par exemple, des années 90. Il a dit que les événements des années 90 nous ont empêchés de construire le pays économiquement. Donc, lui faire porter le chapeau sur la faillite généralisée du pays. Puis le quatrième mouvement, se déresponsabiliser lui-même, se retirer de la responsabilité et faire oublier aux gens que, ok, on parle de Rachid. Ok, on parle du RCD, on parle du MAC, on parle de tous les opposants. Mais en Algérie, depuis 62 jusqu'à présent, qui a été au pouvoir? Qui est politiquement et même légalement responsable de cette faillite qui se prend de 62 jusqu'à jour d'aujourd'hui? C'est ce parti, c'est ce régime, le parti unique, et puis ses héritiers sont ce même régime. Donc là, il se déresponsabilise lui-même, il se retire, et là, c'est le cinquième mouvement, pour se proposer lui-même en alternative à lui-même. Parce que ce qu'il dit maintenant, il dit qu'il faudrait neutraliser ses ennemis pour qu'on puisse lancer le chantier, le nouveau projet de l'Jazaïr al-Jadida. Le démolisseur constructeur, le pompier pyromane. Tout à fait. Et qui va porter ce projet? C'est le régime lui-même, via une nouvelle façade politique. L'Ab Ahmeda ou Racham Ahmeda, il se propose lui-même comme alternative toute honte but. Donc une alternative à lui-même. C'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est plus pour aussi, pardon. Oui, bien sûr. Oui, et c'est le but de créer justement cette nouvelle alliance présidentielle qui va se dessiner. Ce ne sera pas l'expression évidemment populaire, mais ça y participe. Ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qu'ils nous font subir là? Ils nous font subir leur légitimité à la fois par la violence, et c'est très important. Et là, on n'en peut plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu parlais tout à l'heure de conjonction entre les revendications économiques, plus la preuve dans le documentaire, vous m'excuserez, quand le monsieur s'exprime et dit, tout en début, pour employer la formule, à chaque fois qu'on approche à des échéances électorales assez importantes, les syndicats, donc c'est incroyable ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est incroyable. Le problème, Karim, c'est que maintenant... Mais ils l'ont déjà dit, ils ont dit les syndicats... Le syndicat des pompiers a été agité par la main étrangère. Oui, mais ils l'ont fait dans des déclarations officielles. Ce ne sont pas des chercheurs ou des commentateurs. C'est là où il faut la réponse politique. C'est un communiqué qui nous a dit que le mouvement des sapeurs-pompiers, qui est tout à fait légitime, a été agité par la main étrangère. Moi, j'avais dit qu'à ce moment-là, il valait mieux, et là c'est important de le dire, que toutes les revendications corporatistes, on va dire par corporation, puissent se retrouver dans je pourrais appeler une coordination ad hoc, et faire jonction avec les revendications politiques du Hirak. À ce moment-là, il faut maintenant, honnêtement, je pense que nous sommes arrivés à terme. Il y a un prix à payer. Nous ne sommes pas légitimes. Enfin, moi, perso, je ne suis pas légitime à parler au nom des militants du Hirak ou des icônes du Hirak qui sont sur le sol national. Mais il faut à tout prix maintenant de donner une espèce d'architecture et faire une synergie. Et à la limite, hein, la déconstruction telle qu'on la discute ici, à la limite, elle est secondaire par rapport à ce qui doit nous arriver incessamment sous peu. C'est comment, par rapport à l'élection du 12 juin, quelle va être notre attitude? L'élection présidentielle, on n'a pas voté, c'est très bien. Le référendum, la même chose. Celle-ci, maintenant, il faut passer à un saut qualitatif. Un saut qualitatif, moi j'estime qu'il y a des personnes qui sont légitimes à appeler à une grève de 3 jours, même une grève des transports pour empêcher les citoyens, faire du tracting pour expliquer aux gens les raisons pour lesquelles il ne faut pas qu'ils aillent voter, mais des raisons objectives, pas des véritables raisons objectives. Et à ce moment-là,
à ce moment-là, on pourra envisager l'après, le 13 au matin. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça sur le plan politique. Nous avons affaire, et nous savons, à un système, un régime militaire. C'est un régime militaire. Ce régime militaire, d'ailleurs, c'est son documentaire qui est passé. Oui. Il est estampillé MDN. Il ne se cache pas. Oui. Et ce régime militaire vient de se livrer à 2 guerres. Il vient d'ouvrir 2 guerres. Une guerre médiatique, c'est clair, c'est réel, et une guerre des nerfs. Une guerre psychologique et une guerre médiatique. Oui, une guerre des nerfs, on peut appeler la psychologique. D'accord. Parce qu'il n'est plus dans le logos. Il a été dans le logos. Depuis que, comment il s'appelait, l'ancien chef d'état-major, Gaïd Salah. Gaïd Salah était dans le logos. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, c'était le verbe, le discours. Cet état-major-là n'est plus dans le logos, il est sorti dans le logos. Chengueriha a essayé de le faire. Il n'est plus dans le verbe, il n'est plus dans le discours, il n'est plus. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. Il est dans le polémos. D'accord, dans la polémique. Non, dans la guerre. Dans la guerre. Oui, je viens de dire. Déjà, guerre médiatique, guerre psychologique ou guerre des nerfs, il est dans la guerre. Il entame une guerre. Il est dans la guerre, une guerre réellement médiatique, directement médiatique, et on l'a vu. Qui ne craint pas de salir, non. Qui ne craint pas de calomnier, qui ne craint pas de désigner du doigt. Pour des militaires, ils ne sont jamais dans le logos. C'est le politique qui est dans le logos. Il est dans le polémos. Il est entré de façon claire dans le polémos, en partant d'un principe connu, celui de Végès ou celui de Sun Tzu, le romain, stratège romain Végès. L'art de la guerre. L'art de la guerre, absolument. Ou aussi l'art de la guerre de Sun Tzu, le chinois. Oui. C'est que pour l'un et pour l'autre, et ceux qui ont fait l'art de la guerre, disent que l'origine du monde n'est pas le verbe, n'est pas le logos. Le commencement n'est pas le verbe. Le commencement, c'est le polémos. D'accord. C'est la guerre qui construit. Elle détruit pour construire. L'armée algérienne, c'est la raison pour laquelle le discours que nous avons entendu tout à l'heure, de ces 2 experts ou de ces faux experts, essayer d'aller vers le logos, déconstruire tout le langage de l'opposition, et donner un autre langage, et Karim l'a signalé. Donc, il faut, à mon avis, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à un régime militaire. Et il ne peut pas penser autrement que par la chose militaire, la chose des armes. Alors moi, j'ai une question. Tout à l'heure, Karim avait dit que c'est cette stratégie... si je peux me permettre une chose. Oui. Une chose. Ce que nous avons vu, les uns et les autres, à travers ce document, c'est qu'il ouvre aussi un conflit, plus qu'un conflit, encore une guerre, je crois que le mot a été prononcé par Karim, de la perception. Et aussi, il ouvre une guerre de représentation. D'accord. Alors, moi, tout à l'heure, Karim avait parlé de stratégie menée de main de maître, plutôt il avait dit de main d'expert. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, j'ai l'impression d'assister, d'observer des tactiques, des méthodes, je ne sais pas d'où ils les ont ramenées, c'est quasiment des méthodes du siècle passé. Quand je dis le siècle passé, très loin dans le siècle passé. Je vais vous donner la parole. Alors, c'est cousu de fil blanc, c'est grossier, c'est sommaire, ça manque de subtilité. C'est confié à des bricoleurs, c'est pensé par des incompétents. On a l'impression, tout à l'heure je parlais avec Idir, on a l'impression que ce sont les mêmes qui étaient dans les années 60, 70 et bien sûr 90, qui refusent de lâcher la grappe, comme on dit. Ils veulent garder le contrôle de la subversion.
Ils ne savent pas faire. Et on a l'impression que ces bricoleurs, qui se sont loin d'être des spin doctors, que leurs supérieurs hiérarchiques, très très en haut à l'état-major, ils ne les évaluent pas à la juste mesure. Ils croient réellement que c'est des spin doctors, des foudres de guerre, alors que c'est pas possible d'être aussi nul. Moi, je ne vois pas ça de la nullité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux niveaux d'analyse quand il s'agit de communication politique. Et cette communication stratégique dont les principes sont très connus. Premier principe de la propagande, c'est plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire le langage, ce qui passe. Mais c'est pas systématique. Non, attendez. Non. Ouais. Là, dans le cas, de prime abord, le dahdohisme ne fonctionne pas. Oui. Ça fait rire la galerie. Eh oui. Oui, mais l'objectif du langage, c'est pas le langage, c'est le métalangage qu'il y a derrière. C'est pas le dahdohisme. C'est ce qu'on a dit. C'est l'objectif politique final, c'est la déresponsabilisation à moyen terme de ce régime. Parce que ce régime, son ennemi, ça n'est pas Rachid, ça n'est pas le Hirak, et ça n'est pas le MAC, ça n'est pas les militants. Son ennemi, c'est ce qu'on a dit, c'est lui-même, c'est la réalité qu'il s'est criée. Mais lui, à travers ce discours, Djamel-Din, il est en train d'essayer d'échapper à la responsabilité qu'il a sur la situation de l'Algérie actuellement. Il est en train de dire quelque chose de dangereux quand même. Il est en train d'accuser les syndicats, par exemple, d'être derrière la hausse à la solde des mains étrangères, d'être derrière même la hausse des prix. J'entends bien que... Un phénomène purement économique. Pardon de vous interrompre. La faillite du dinar. Pardon de vous interrompre. Ouais. J'entends bien. Ouais. Bien entendu, c'est ce qu'il vise. Ouais. Mais il ne trompe personne. C'est tellement grossier, c'est tellement gros, c'est tellement sommaire. Vous voyez, vous, quelqu'un de normalement constitué qui va croire que ce sont les syndicats qui ont provoqué la hausse des prix? Je vais vous dire comment ils sont en train d'essayer d'amener ça, parce que c'est stratégique et c'est global. Ils sont, n'oubliez pas que c'est politique. Ils ont le relais politique. C'est quoi? C'est que, en créant cet ennemi, donc il y a le discours, il y a l'ennemi. Il propose une alternative, je vous ai dit, c'est une alternative politique à lui-même qui est lui-même. Et ça passe par exemple, par des djihadistes qui sont en train de légitimer politiquement la propagande de ce régime, le dahdohisme. N'oubliez pas que le dahdohisme, c'est vrai qu'il a sa face, son volet grotesque de farce. Canular. De canular. Mais ce que dit le dahdouh sous cette forme comique, c'est la même chose que porte maintenant, c'est le même discours que portent des partis soi-disant d'opposition qui nous disent que le changement va se faire de l'intérieur. Écoutez, M. Sofiane Djilani, j'aimerais bien un jour l'avoir, s'il accepte bien sûr de débattre sur ce genre d'idées sur ce plateau. Écoutez leur discours. Ils disent la même chose. Politiquement, ils le formulent. Ils sont dans cette même logique. Donc, ils sont en train de valider un discours qui est proposé par le régime et qui va aboutir, s'il n'y a pas une réelle opposition politique, à la régénérescence et la régénération de ce régime, qui va lui-même devenir l'alternative à lui-même, au même procédé. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que, pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et je vais avouer quelque chose, c'est que je suis plus en phase avec ce que dit Ben Chnouf, et c'est rare. C'est rare. C'est très rare. J'ai payé un café tout à l'heure. Et il faut dire une chose. Une tournée générale de café. J'ai des nuances, uniquement. C'est pas des désaccords profonds. C'est quand tu dis, dans ton développé là, tu dis que c'est pour se régénérer lui-même. En fait, la clientèle qu'il a autour, cette majorité présidentielle qu'il a autour, c'est la même matrice. En fait, ça, il faut partir de là. C'est une matrice qui est héritée, c'est une culture qui est héritée du mouvement national, du mouvement, pas de la guerre de libération, du ça vient de loin. National. Ça, je suis un peu en désaccord avec toi. Et ensuite, toi qui es quand même un militant extraordinaire. Le Hirak, moi, il m'a ébloui, évidemment, par son pacifisme, par sa densité, par ses couleurs, par tout ce que tu veux. Moi, je suis un peu poète comme ça. Mais quand je vois les gens s'exprimer à travers des images Facebook, c'est que le hétiste mal formé te parle politique. L'étudiant te parle politique. Donc, cette nouvelle génération
elle est extrêmement sensible à ce que tu proposes toi en tant qu'icône du Hirak. Tu comprends? C'est pour ça que, en fait, les moyens utilisés, je suis d'accord sur ce que veut faire le pouvoir, comment il se projette. Je suis d'accord avec toi. Il a réussi. Hein. Oui, oui. Moi, je veux attirer l'attention sur le danger. Tu as parlé de méta. Pour qu'elle soit. Oui. Je te donne un exemple. Oui, oui. Parce que moi, je suis vraiment dans le terrain et je vois, par exemple, comment réagissent certains militants qui sont ciblés par le régime. Oui. Parfois, ils réagissent par la défensive. C'est comme s'ils devaient se justifier les uns les autres. Alors qu'en réalité, non, c'est le piège. Il ne faut pas qu'on débatte de la responsabilité de ce qui se passe en Algérie. La responsabilité de la faillite algérienne, c'est le régime algérien. C'est pour ça que nous sommes des opposants radicaux et qu'on dit qu'il faut une rupture radicale. C'est juste pour terminer, c'est que moi je pense qu'on devrait faire l'effort de ne plus parler de régime. Parce qu'on a, moi souvent je le disais il y a 3-4 ans, de problématiques de système. C'est ça. On a un système, c'est comment le déconstruire. Ça va prendre du temps, et tu le sais bien. Comment y arriver, comment tous les mécanismes que tu as décrits et les légères contradictions ou les contradictions t'a apporté Jamel, ça doit être le cœur. Mais il va l'être par la dynamique révolutionnaire. Tout à fait d'accord. Il ne va pas l'être de façon délibérée. Et c'est pas. Et tu le sais très bien. Tu sais tout. Cette notion de système, peut-être faut-il la remettre en cause, parce que depuis un certain nombre d'années déjà, bien avant que Hamrouche en parle, nous parlions d'un non-système. Et effectivement, le système algérien, et ça prendra du temps, est un non-système. Il y a un régime ou un pouvoir politique. Un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir. Mais pourquoi il serait un non-système? C'est assez long. Parce qu'il ne parvient pas à s'organiser de façon rationnelle? Oui, évidemment. Bertrand Lanfi nous a expliqué ce qu'est un système. Le système algérien est un système dans lequel il y a une matrice. Les individus ne comptent pas. Quand tu te fais émerger par les forces centripètes, c'est un bannissement. Ce qui compte, c'est comment fonctionner, comment patrimonialiser et l'État et les richesses. C'est un système particulier. C'est non seulement c'est même un système de rente. Oui, pardon. Si je peux me permettre, mafiocratie est un système. Est-ce qu'une mafiocratie c'est un système. Est un système. Dans le sens où elle règne sur tout un pays, sur toute une société. Il y a de la circulation. Mais il n'y a pas de circulation. Ça dépend de l'échelle. Mais si je peux me permettre. À l'échelle nationale. Nous, on a un système mafieux. Parce que Karim a posé une problématique qui est, à mon sens, assez sérieuse. Qu'est-ce que veut ce pouvoir illégitime? Qu'est-ce qu'il demande? À mon sens, qu'est-ce qu'il demande? En dehors de la politique de l'ennemi. La politique de l'ennemi, Carl Schmitt, tu connais, ça fait des décennies que le pouvoir d'Alger crée l'ennemi, fabrique l'ennemi, désigne l'ennemi, etc. Donc la politique de l'ennemi n'est pas née avec ce document, avec hier, avec les événements récents. Mais ce pourquoi je ne crois pas que son projet, parce qu'il a un projet, il a une arrière-pensée. Cette arrière-pensée, c'est de dire au peuple algérien, vous avez vécu les années 90 dans une situation d'insécurité. Or, là, aujourd'hui, votre sécurité est en jeu. Elle est menacée. Menacée, elle est en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner en échange? C'est ce qu'il a exactement dit. Hein. Oui. Il a dit les mêmes qui ont hérité de ceux qui vous ont plongé dans la violence dans les années 90 sont en train d'essayer de prendre le contrôle de la nation pour vous replonger dans... Et qu'est-ce que le pouvoir... Sa responsabilité vis-à-vis des années 90. Absolument. C'est eux qui ont fait... Il se propose lui-même, son projet de se proposer lui-même. C'est pas une alternative, c'est pas une alternative. Il nous demande d'hypothéquer, de ne plus revendiquer la liberté ou les libertés démocratiques pour avoir la sécurité. C'est quelque part une menace. Non, mais il est en train de nous dire je vais vous donner ce que vous demandez. Allez voter.
Ouais. Oui, mais non. Allez voter, vous allez avoir une Oui. APN, vous avez eu déjà une constitution, vous avez eu un Ça, c'est- président oui, oui, c'est- élu, Ça, il sait très Il bien demande de que. renouveler le Il sait bail. très bien que. et renouveler le bail. Oui, Non, voilà. oui, Tout à fait. mais il sait que le 12-6, c'est foutu. Oui, mais Ils ça a, vont été pas foutu, mobiliser. ça a été foutu Oui, en oui. décembre, Oui, ça a mais- été foutu oui, fin mais il novembre, le sait, il le ils sont sait. passés quand même. C'est encore, c'est foutu de façon plus visible, plus flagrante, plus massif, c'est foutu. vous pensez? Oui, je pense. Ça, c'est clair. Même avec le nombre de candidats qui ont réussi à mobiliser, vous savez que ils ont les listes d'indépendants On en avait parlé bien largement. Et vous savez, ils financent tout. C'est des jeunes qui arrivent sans un centime. Oui, Ils oui, ont mais le financement intégral. On vous dit que son- On a Ils parlé- parviennent à se ménager petit. on a parlé petite, de cinéma. poire On a pour la parlé route. de, oui, on a parlé de cinéma implique tout à la l'heure. réponse politique, je vais C'est terminer après. c'est un décor en carton. C'est pas une réalité. Ça ne peut pas être une c'est- réalité bon, venant de ce système. C'est pas. Mais, Mais toujours est-il, ouais, toujours est-il, oui. toujours est-il. Le deal qu'il est en train de faire, ou ça, vouloir faire, c'est un deal. Et il menace la population. C'est une menace qu'il exerce sur la population. mais le deal, Où généralement, c'est il s'exerce. Où c'est Le deal, il oui, s'exerce c'est- entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Oui, oui, il mais- s'établit entre quelqu'un et Mais maintenant, le discours- peuple et oui, la mais société. le discours est clair. Le discours est clair. Parce qu'il est aussi, et les psychologues connaissent cela, dans des stéréotypes. Et les stéréotypes collectifs. Qui ont recours au même fonds de commerce. Eh bien oui, Mémoriel, absolument. Il est révolutionnaire. d'une part, et d'autre part, il sait que même s'il y a aujourd'hui une révolution qui a créé une rupture profonde entre, je vais dire un système ou un non-système et la population, pour toutes les raisons que nous avons décrites. Ce qui le perturbe et qui l'a perturbé, il veut absolument que cette révolution sorte de son pacifisme. Alors que, pour citer le philosophe français Alain, le pacifisme, comme dit Alain, convient, et la population algérienne l'a montré, le pacifisme convient à ceux qui sont assurés de leur courage. On en est là. On maintient le pacifisme. Donc parce assurés que- de leur assurance, de leur de leur- force. et surtout de leur courage, Oui, absolument. Oui, ça Surtout veut dire qu'ils sont de leur courage, déterminés. absolument. Oui. Voilà. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Il y a, si vous permettez, je vais apporter un argument de plus à ce que je disais, parce que pourquoi j'insiste sur ce point, parce que ça, je le vois vraiment d'un regard d'un militant, parce que ça implique la réponse politique de l'opposition derrière. Si vous analysez ce discours, le discours global que nous avons décrit, ce qui me dérange moi, et c'est ce qui me confirme dans ma position, c'est qu'il y a des expressions habituelles qui manquent dans ce discours et que le régime parfois utilise pour manipuler. Et il les a remplacées par d'autres qui confirment qu'il se propose réellement lui-même comme alternative. Et j'insiste sur l'alternative. Hein. Si vous avez remarqué dans son discours, il ne parle plus de réforme, pas d'islahat. Il ne dit pas qu'il y a un problème, il veut se déresponsabiliser. Il ne dit pas qu'il y a un problème qui a été dans la gestion Il et parle tout de ça. l'Algérie nouvelle. Il parle de l'Algérie nouvelle. Ouais. Il parle intilaqa bil-arabiyya, c'est-à-dire un élan, Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et c'est ce qu'il dit. Il dit un nouveau départ. Mais avec qui un nouveau départ? Avec eux. Avec le même système, le même régime. Pourquoi? Parce que l'ancienne faillite, qui lui-même veut qualifier d'ancienne faillite, il veut la coller à l'opposition. Et c'est ça le danger. Et c'est là que ça implique pour les militants, pour les opposants politiques, ça implique un positionnement. Il y aura deux positionnements. Deux positionnements possibles. Un premier positionnement qui est, à mon avis, celui du changement, qui est un positionnement participatif, du changement de l'intérieur, qui est pour moi une pure compromission. Et il y a le deuxième positionnement sur lequel doit se faire l'union sacrée à l'intérieur de la révolution du Hirak, et c'est en cela qu'elle sera réellement révolutionnaire, c'est-à-dire elle va se faire autour d'une radicalité.
d'une rupture totale avec ce régime en lui faisant porter le chapeau de la responsabilité de la faillite algérienne. Alors, très vite, je modère un peu. Idir, on va passer à autre chose. Je modère un peu le propos. Pourquoi? Parce que l'opinion de la révolution, l'opinion que la révolution a dégagée, a vaincu de façon claire, nette, l'opinion ou le langage ou la politique du pouvoir du système. C'est que l'opinion a vaincu le discours du système et du pouvoir, pour reprendre la notion de système. Et il veut absolument faire, comme tu l'as dit, du chantage. Et on est véritablement dans un chantage éhonté et des menaces à peine voilées. Oui. Et dire très vite. Ce que je voulais dire, c'est pas pour faire la synthèse entre les deux, mais je pense que l'urgence aujourd'hui, quand on est sur le fond, on a d'abord ces faits de répression, de maintien de citoyens, de citoyennes, de journalistes, de profs, etc., en prison, la restriction des libertés, c'est important. C'est dans ce terreau-là que vit le peuple algérien, que vivent les hirakistes. Il me semble que le 22 février a sonné le glas. On ne pourra plus revenir en arrière. Et toutes les méthodes, on peut phosphorer sur les éventuelles stratégies, ce que fait le pouvoir, sa remasterisation, on va dire, pour essayer. Mais je ne pense pas qu'il puisse y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce que non seulement sur le Hirak, c'est-à-dire, je ne suis pas là à faire de l'émotion sur le Hirak, c'est que les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont plus prêts ni à les suivre, ni à supporter leurs frasques. C'est terminé. À partir du moment où il a classé deux organisations politiques, quel que soit leur projet, comme des organisations terroristes, et on n'est pas terroriste sans commettre des actes de terrorisme. Absolument. Le pouvoir illégitime est dans le binôme liberté-sécurité. Alors, je me permets de vous interrompre. Je suis là. Je me permets de vous interrompre. Quelques infos. La journaliste radio Kenza Khatto a été remise en liberté. Son procès a été reporté à la date du 25 mai. Hsen Qadhi a été placé sous contrôle judiciaire. L'organisation non gouvernementale new-yorkaise, le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ, a publié hier un communiqué sur son site condamnant l'arrestation des journalistes. Le président du MAC, Farhat Mehenni, a été placé en garde à vue à Paris, au 17e arrondissement. On ne sait pas encore pourquoi. Alors, la question que je voulais vous soumettre, mais nous allons passer à un autre sujet, parce que dans ce fameux, comment on peut l'appeler, documentaire, on parle aussi d'El Magharibiya. Oui. On a été classé avec le MAC et Rachad. Nous allons d'abord voir ce qu'ils disent de nous. مؤسسة إعلامية ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من Non, on va commencer par ce qu'a dit ce communiqué sur Magharibiya. Ce reportage ou ce communiqué, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce documentaire sur El Magharibiya. التحامل والتكالب الذي تتعرض له الجزائر تفسره مبادئها ومواقفها الثابتة نصرة للشعوب ضد الاستعمار، وهو ما أثار حفيظة الكيان الصهيوني وأذرعه في المنطقة الاستعمار القديم ونظام المخزن، اللذان جعلا من أراضيهما معقلا لهذه الحركات من خلال تجنيد عناصر ناشطة في الفضاء الأزرق أثبتت خيانتها وولاءها لمن يدفع أكثر. Moi, je trouve qu'avec le président Macron, nous pouvons aller loin. Al-Magharibiya athbatat khiyanatuha. C'est clair. Ah bon, oui. Alors, nous allons écouter ce qu'avaient dit les deux premiers ministres, M. Yahya et M. Sellel, sur la même chaîne, avant de réussir à la faire interdire du site de Telsat, à la chasser des satellites au point où elle n'arrivait plus à émettre, mais ça c'est une autre histoire. Nous allons écouter ces deux messieurs qui sont
en prison. غلق مؤسسة إعلامية ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم. هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام. يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. والناس من برا اللي يحبونا بزاف يبعثوا لنا في الفيروسات، لابد نكونوا اقوياء. ما تخوفنيش المغاربيه، هضر على روحه راه حر. Alors, mes chers amis, ça va être un dernier tour de micro. Je vais vous laisser la bride sur le coup. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez suggéré très clairement que, dans le même temps que le Hirak était devenu une sorte d'école de formation politique, qui a permis d'élever la conscience politique à un point qu'on n'aurait jamais souhaité, tellement que c'est énorme hein, ce que ce Hirak a réalisé. Et dans le même temps, vous nous dites que côté régime, c'est une sorte de distillation de l'abrutissement. Tout à fait. Ça ne génère que de l'abrutissement. Mais si on élargit un peu au système éducatif, à l'éducation et à l'enseignement supérieur, encore heureux. Moi, je trouve cette jeunesse du Hirak, avec la participation aussi de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans, et éventuellement, mais la jonction des deux, quand vous entendez des gens parler, mais de l'intérieur du pays, c'est-à-dire très loin des aspirations du jeune d'Alger qui veut un transport rapide, qui veut de la mobilité, qui veut se déplacer d'un point à un autre, et qui vous parle avec un sens aigu de la responsabilité, qui est dans le cœur nodal de sa souffrance, qui l'exprime. Moi, je trouve ça formidable. C'est pour ça que je me dis, et je dis honnêtement, c'est à la jeunesse de prendre en charge ce pays. Ces histoires de génération, ces histoires de paradigmes, de vieux militants, etc., c'est terminé tout ça. On n'est plus dans le jeu, comme me dit mon fils, papa, tu es un ringard. Et là, je l'assume. Voilà. Il est clair que depuis un certain nombre de mois, et singulièrement depuis la reprise de la Révolution, cette révolution a pris une vaste densité, mais aussi une vaste intensité. Le pouvoir a compris que c'est irréversible, que cette révolution ira jusqu'à son terme, ira jusqu'à sa destination. Et il voit que c'est aussi une guerre des valeurs qui est menée, une guerre des valeurs. La révolution veut absolument prendre la sortie des traditions politiques anciennes pour aller vers une politique plus moderne. Bien entendu, quand je dis moderne, parce que le terme est très ambigu, sans connotation dépréciative des cultures. Mais le pouvoir voit bien que la politique ou la modernité politique à laquelle aspire le peuple, c'est sa mort. Parce que lui, il veut rester, et le document que nous avons vu tout à l'heure, rester dans la tradition politique qui est la sienne. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut être que dans le conflit et dans la violence. Une tradition politique qui est la sienne et qui repose essentiellement, fondamentalement, sur le mensonge. Nous allons d'abord voir quelques images et puis nous revenons à la discussion. Regardez bien ce qu'ils montrent dans leur reportage ou dans leur documentaire et ce qui est réellement. Là, ils nous parlent de la police. Ils nous présentent une image idyllique de la police. Et puis nous allons montrer quelques images de la pure réalité. Regardons ensemble.
خليها وجهها خليها وجهها خليها وجهها. لا الخل مشي الماء. Entre ce qu'il montre à la galerie et ce qui est réellement. Karim? Oui, c'est le déphasage total, c'est la nature de ce régime, c'est ce qu'on a dit, c'est le déni de réalité et cette projection qu'il veut imposer à la société, c'est un enjeu de perception aussi de la réalité. Et c'est pour ça que moi, ce que je vois dans toute cette situation, c'est que le combat, la lutte pacifique atteint maintenant un stade très avancé qui est celui réellement de l'affrontement politique. Parce que là, on se dirige vers un affrontement de deux projets. Entre qui et qui? Entre l'opposition révolutionnaire qui est représentée par le Hirak, qui porte un projet radicalement opposé à celui du système, et le projet du maintien de ce système par les différents subterfuges que nous avons décrits. Mais il y a un invité surprise dans ce conflit, qui est celui de la crise économique, qui va changer radicalement toutes les données, et tout particulièrement ce qu'entreprend ce régime qui ne sera plus dans ses moyens. La crise économique, c'est l'une des données de cette faillite généralisée, parce que le problème, c'est la faillite. Et on a disserté tout à l'heure longuement sur comment le régime essaye d'exploiter des techniques de manipulation d'opinion pour qu'il échappe à sa responsabilité vis-à-vis de sa faillite. Mais en tout cas, dans l'étape actuelle et surtout vers laquelle nous nous dirigeons avec les élections prochaines et l'après-élection aussi, c'est l'affrontement politique entre ces deux projets. Et c'est pour ça que l'enjeu majeur, à mon avis, c'est celui des projets de société, c'est-à-dire la liberté et les valeurs citoyennes. Et c'est autour de ça que ça va se construire deux fronts, c'est-à-dire le front de l'opposition et le front des avidés du système. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il n'y a plus de temps, mais vous vouliez nous parler de quelque chose de très important, l'événement de Genève. Vous allez avoir un maximum de 2 minutes. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, justement, pour la première fois, il y a quelque chose qui se cristallise ici avec la diaspora, c'est que on voit que même les tentatives de division de la contre-révolution ont échoué et que là, maintenant, on voit le mouvement se lancer de plus belle et surtout dans un esprit d'union. Et dans ce cadre-là, on a l'ensemble des collectifs parisiens qui appellent à une action de grande envergure le 29 mai prochain à Genève. Ça sera des cortèges de voitures qui vont partir d'Île-de-France. Voitures, bus, trains. Bus, voilà. Donc, qui vont partir de Paris pour l'Île-de-France et qui vont partir aussi de toutes les villes européennes, les villes françaises. Marseille, Lyon, Bruxelles, toutes les villes européennes. Et les Algériens se donnent rendez-vous à 13h à Genève pour un énorme rassemblement, justement pour cette question des libertés, des détenus, et qui est autour de quels vont se réunir. À quel niveau de la ville? C'est près du parvis des droits de l'homme, je pense. Voilà, c'est ça, près du parvis des droits de l'homme, c'est aux Nations Unies. En tout cas, les informations détaillées sont disponibles sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est autour de cette question des libertés, de la citoyenneté, que va se construire cette union sacrée qui arrive. Donc j'appelle tous les Algériens à nous rejoindre samedi 29 mai à Genève. Et ça sera le début d'une grande mobilisation qui se poursuivra le 6 à Paris avec une grandiose marche aussi qui est en préparation. En tout cas, il y a deux projets. Il y a soit la société des libertés, la société démocratique, la société de droit. Autour de valeurs de citoyenneté. De citoyenneté, bien sûr. Et le projet obscurantiste, et ça, il s'agit d'un projet obscurantiste du régime. 1 minute chacun, mes chers amis. Est-ce que vous allez aller à Bruxelles? Oui, à Genève, oui. Ouais, à Genève. Oui, Ibrahim aussi. Je ferai tout aussi. mon possible. Moi aussi, alors j'irai avec vous. Ah bon, on ira tous les deux. Allons-y alors. Ce que je voulais dire. 1 minute, Lydia. Oui, je vais le dire de manière, je ne sais pas comment je vais le dire, mais si on analyse le système et à travers lui l'exercice du pouvoir de ce système n'a finalement aucune réponse à fournir au peuple algérien. Il n'a pas de réponse. Il pense que le passage en force avec les élections, la répression, la restriction des libertés, comme on l'a dit tout à l'heure, il en fait une solution. Et par là même,
il est incapable d'entamer ce que je pourrais appeler un dialogue sérieux entre Karim et moi, entre Brahim et moi, un dialogue sérieux. Fort de ça, et c'est là où c'est je dirais qu'il y a un peu de gravité, c'est que j'ai la crainte que la solution politique s'éloigne, et j'aurais terminé. Mot de la fin, Brahim Younsi. La solution politique s'éloigne, c'est très grave. Mais ce que je dis, c'est très grave. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ce régime ne parviendra pas à nous acculer à cette extrémité. Pas. Oui, tout à fait. Oui. Brahim Younsi. Le pouvoir illégitime, comme toujours, pas seulement le mensonge, et le document de tout à l'heure manipule aussi la rumeur et la peur. C'est la peur qui sortait de ce document. Parce que, tout simplement, la révolution n'a montré depuis 2 ans, plus de 2 ans, ni impuissance, ni pusillanimité. Certains ont cherché, et on a entendu quelqu'un, il y a quelques jours, qui a cité d'ailleurs Carl Schmitt, à mauvais escient, sur la question de la légalité. Or, la légalité de Schmitt, c'est la légalité de l'État autoritaire, de l'État nazi. De l'État nazi, c'est ce que j'allais te dire, je ne voulais pas t'interrompre. De l'État nazi. On l'a vu avec ce que vous avez montré, notamment avec la police, le système d'image. Ils sont encore aujourd'hui dans ce système d'image. Et ils croient pouvoir tromper les gens. Tout à fait. Mais non, je ne le crois pas. Est-ce qu'eux, ils croient qu'aussi grossièrement, ils pourront tromper à la marge, ils auront certains. Vous avez parlé de crise économique. Une crise économique devient forcément sociale. Ça se complique pour eux. Ouais. Ça se complique pour eux. D'ailleurs, on dit malaise social, crise sociale. C'est pour eux que ça va se compliquer. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent l'initiative avant que la catastrophe économique soit là. Merci Brahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane, merci Idir Ounourun, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui à Alger, Bjaya, Tizi Ouzou, la marche des étudiants a été très fortement empêchée. À Alger, ça n'a vraiment pas été possible. Et à Bjaya et à Tizi Ouzou, il y a eu des pressions quasi intolérables, y compris en amont, pour empêcher les étudiants de marcher, y compris par la propagande, par la subversion. Mais nous attendons le vendredi prochain, vendredi 118, en espérant que les vendredis ne seront pas seulement des réactions et des réponses au régime, mais plus que ça, peut-être des initiatives, peut-être du nouveau, peut-être de l'escalade pacifique. سلمية خوا حتى تجي الحرية.